Trump expose maintenant un scandale cubain au sein même de la liberté américaine et ce mercredi 27 mai 2026, Washington se penche sur un soupçon qui touche au cœur de la propagande de la Havane. Le régime emprisonne les opposants, fait taire les journalistes et surveille sa population. Il aurait utilisé des activistes, des organisations, des voyages, des réunions et une pression politique à l'intérieur des États-Unis pour défendre ses intérêts, attaquer les sanctions et tenter de redorer l'image de la dictature à l'étranger. L'affaire tourne autour d'une enquête sur une possible influence étrangère liée au régime cubain, avec une attention particulière portée à David Ramirez Alvarez. Selon le secrétaire de l'ambassade cubaine à Washington, présenté dans les médias comme le contact avec des groupes favorables à la Havane. C'est là que la contradiction éclate. Cuba refuse la liberté aux Cubains sur l'île, mais ses alliés non. Ils utilisent la liberté américaine pour faire campagne, faire pression sur la législation et protéger le castrisme en dehors de l'île. Qu'y avait-il derrière ce réseau ? Pourquoi la Havane agissait-elle à l'intérieur de la démocratie américaine? Comment cette influence s'est-elle rapprochée autant de la politique des États-Unis? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. Le soupçon qui attire désormais l'attention des autorités fédérales est simple à comprendre et trop grave pour être traité comme un détail. Des organisations et des influenceurs aux États-Unis auraient agi pour promouvoir les intérêts politiques de Cuba. Faire pression pour la levée des sanctions, défendre les voyages vers l'île, adoucir l'image du régime et tenter de pousser Washington à retirer la Havane de la liste des États soutenant le terrorisme. Il ne s'agit pas seulement d'une opinion sur la politique étrangère. La question examinée est de savoir s'il y a eu coordination, direction ou orientation d'un gouvernement étranger dans des actions politiques sur le territoire américain. David Ramirez Alvarez apparaît dans cette histoire parce que, selon l'enquête publiée, il aurait participé à des réunions avec des entités et des militants aux États-Unis discutant de propositions législatives et de voies politiques utiles au régime cubain. La vidéo de Fox montre le diplomate cubain identifiant des lois que le gouvernement communiste de Cuba voulait voir soutenues par des organisations et des militants américains. C'est ce point qui déclenche l'alerte. Lorsque le représentant d'une dictature étrangère parle de projets au Congrès américain et indique ce que les groupes locaux doivent soutenir, la question change. Ce n'est plus seulement de la solidarité, c'est de l'influence politique organisée. La différence entre l'activisme et l'opération d'influence réside dans la transparence. Aux États-Unis, n'importe qui peut défendre une cause, critiquer des sanctions, faire campagne, protester et demander un changement dans la politique étrangère. Cette liberté existe et doit exister, mais la loi américaine exige un enregistrement lorsque quelqu'un mène certaines activités politiques sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger. Le propre département de la justice explique que la loi sur l'enregistrement des agents étrangers oblige certains agents de gouvernement, de partis ou d'entités étrangères à divulguer publiquement leurs relations, activités, revenus et dépenses lorsqu'ils agissent au nom de ces intérêts. C'est là que le scandale cubain prend de l'ampleur. L'accusation ne vise pas la liberté d'expression. L'accusation porte sur un possible manque de transparence. Si des groupes se sont exprimés en leur propre nom, cela relève du débat politique. S'ils ont reçu des orientations, une coordination ou un soutien de la Havane sans le déclarer, alors l'affaire prend une autre dimension. Le régime cubain sait utiliser de jolis mots comme solidarité, échange culturel et aide humanitaire. Mais derrière cet emballage, il peut y avoir une machine de pression politique destinée à protéger la dictature. Ce qui attire le plus l'attention, c'est l'hypocrisie du régime. À Cuba, le citoyen ordinaire ne peut pas créer un parti libre, organiser une véritable opposition, protester contre le Parti communiste ou exiger des droits sans craindre la surveillance et la punition. Aux États-Unis, cependant, le castrisme trouve des syndicats, des groupes d'étudiants, des organisations idéologiques, des réseaux de voyage et des comités de solidarité, pour défendre justement le gouvernement qui refuse ces mêmes libertés au peuple cubain lui-même. La Havane veut avoir voix au chapitre à Washington, mais fait taire les voix à La Havane, Santiago et Camagüey. L'enquête ouvre également une fenêtre sur la façon dont cette influence aurait fonctionné.
Les informations qui circulent font état de réunions, de campagnes, de voyages sur l'île, de contacts avec des organisations de façade se présentant comme des groupes de solidarité et d'action locale visant à approuver des résolutions favorables au régime cubain. Dans les documents évoqués par Mario Panton et Hélène Martinez, il apparaît un soupçon selon lequel des réseaux de villes jumelées, des comités de solidarité et des groupes liés à l'Institut cubain d'amitié avec les peuples auraient aidé à créer une structure de contact, de déplacement et de mobilisation à l'intérieur des États-Unis. Le réseau national lié à Cuba regrouperait plus de 60 groupes et serait connecté à des structures qui organisent des voyages et des brigades politiques vers l'île. Il est également fait mention de l'existence de résolutions locales favorables à La Havane dans différents endroits des États-Unis. L'argent entre aussi en jeu, des organisations avec plus d'1 milliard de dollars de revenus annuels, et il est question d'une influence directe dans l'élaboration des lois aux États-Unis. Cette donnée rend l'affaire encore plus sensible, car la discussion ne porte plus seulement sur des sympathisants idéologiques, mais implique aussi la capacité financière, l'articulation politique et une présence organisée. Une dictature prétendant manquer de ressources pour nourrir son peuple, faire fonctionner les hôpitaux ou éviter les coupures de courant apparaît. En même temps, elle est entourée d'une structure internationale capable de défendre ses intérêts en dehors de l'île. La pression de Trump contre Cuba augmentait déjà avant cette nouvelle révélation. Le 1er mai 2026, la Maison-Blanche a publié un décret imposant des sanctions contre les responsables de la répression à Cuba et contre ceux qui menacent la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Le Trésor a confirmé la publication du décret exécutif 14 404 étendant le champ des sanctions contre le régime cubain. Ce mouvement a placé la Havane dans une situation plus difficile, car désormais le débat ne se limite plus à la vieille rhétorique de l'embargo. Il s'agit aussi de l'accusation de menaces directes, de répression interne et d'influence politique en dehors de l'île. Le département d'État a également présenté des mesures pour lutter contre les menaces attribuées au régime cubain, en s'appuyant sur le même cadre de sanctions. Cet environnement explique pourquoi l'enquête sur l'influence étrangère apparaît à un moment dangereux pour la Havane. La machine fédérale américaine examine les finances, le lobbying, les voyages, les entités, les contacts diplomatiques et les éventuels opérateurs politiques sur le territoire américain. Le régime cubain nie toute irrégularité et affirme que ses diplomates respectent les règles internationales. Cette réponse était attendue. Aucun gouvernement accusé de mettre en place une influence extérieure n'admet facilement avoir utilisé des militants et des organisations pour faire avancer son programme. Mais la question est maintenant documentaire. Le scandale touche aussi le récit que la gauche internationale propage au sujet de Cuba. Pendant des décennies, le castrisme a tenté de ramener tous les problèmes de l'île à l'embargo américain. Mais lorsqu'une enquête sur un réseau d'influence à l'intérieur des États-Unis émerge, cette image commence à se fissurer. La faim, les coupures de courant, la répression, les prisonniers politiques et la fuite des Cubains ne sont pas une création de Washington. Ils sont le résultat d'un système fermé, contrôlé par une élite qui exige la liberté à l'étranger tout en la niant chez elle. La partie la plus explosive, c'est que ce réseau aurait utilisé la démocratie américaine elle-même comme refuge. La liberté de réunion, la liberté de la presse, la liberté d'association et la liberté de protester sont devenus des outils à la disposition de groupes qui défendent un régime qui n'accorde rien de tout cela au peuple cubain. C'est cette contradiction que Donald Trump expose maintenant avec force. La dictature pénètre dans l'espace de liberté américain pour demander une protection politique tout en maintenant l'île prisonnière de la censure, de la peur et de la dépendance. Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de te tenir bien informé en te disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Laisse un j'aime sur la vidéo, abonne-toi et, à la fin, consulte les commentaires pour t'impliquer davantage avec la communauté Milson Alves.